Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans un café des croissants, une émission de TV Bruit. Nous sommes aujourd'hui dans le café. Oui, tu peux passer, Alex. Dans le café Autier, un des cafés emblématiques de Toulouse. On remercie d'ailleurs Louise, Juliette, Ariane, Alex du coup qui vient de passer et Olivier qui nous accueille. Merci beaucoup. On va parler, comme toujours, de décroissance de tout ce qui est stressant et qui nous tue et de croissance de tout ce qui peut nous rendre heureux. Aujourd'hui, on se pose la question de comment bouger et comment habiter nombreuses et nombreux sans tout défoncer. Un café décroissant générique. Bonjour Marie-Odile et merci de nous rejoindre dans notre café des croissants. On va parler avec toi, alors on pourrait parler de plein de choses avec toi, je suis ravie de te recevoir. Tu es une habitante du sud du Tarn. Ce sud du Tarn, on commence à bien le connaître, on en parle depuis quelques années, en raison évidemment du projet de l'autoroute A69. Mais là, tu vas nous parler d'autre chose. Tu vas nous parler d'un projet où on respire, hein, contrairement au projet Jonction Est dont on a parlé dans une précédente émission. Tu vas nous parler de l'alternative à l'autoroute qui s'appelle Une autre voie. Et j'aimerais bien déjà que tu nous le présentes, ce projet. En quoi consiste-t-il ? Bonjour et merci de faire la place à Une autre voie. Donc ce projet, c'est quelque chose de lumineux qui est plein de bon sens et de bonnes idées, qui répond à la fois aux besoins de mobilité des habitants du territoire entre Toulouse et Castres, et aussi des habitants de Castres d'ailleurs, et qui va bien au-delà puisqu'il s'intéresse aussi à l'aménagement du territoire, au développement local du territoire. Donc voilà, en quelques mots, c'est un projet très bienfaisant. Très bien faisant ça, on va y venir, mais quels sont les aspects ? Qu'est-ce qu'une autre voie développe ? L'autoroute, on sait, ça développe du bitume. Une autre voie, ça développe quoi ? Alors, sur l'axe mobilité de Une autre voie, ça répond à tous les besoins de mobilité. C'est-à-dire pas seulement aux gens qui ont une grosse voiture qui veulent rouler vite d'un point A à un point B, mais ça répond aux besoins des gens qui n'ont pas de voiture, qui ne peuvent pas conduire, donc qui ont besoin de se déplacer en transport en commun. Ça répond aux besoins des gens qui ont envie de profiter de leur campagne et de pouvoir faire du vélo sans se faire renverser par une voiture. Ça répond aux besoins... On sent qu'il y a du vécu là, non ? Voilà. On sent que... Voilà. Donc au niveau de la mobilité, c'est quelque chose qui irrigue finement le territoire à l'opposé du tunnel A vers B qui est la 69. Là, c'est une irrigation fine du territoire par plein de moyens de transport, donc que ce soit le vélo, le bus, le train ou également la voiture, puisque dans Une autre voie, il y a aussi un aménagement de la route nationale actuelle pour sécuriser les points qui ont besoin de l'être, mais de façon très raisonnée. Donc ça, c'est le volet mobilité, mais je crois, on en a parlé, il y a d'autres volets à Une autre voie. Exactement, il y a aussi, donc je parle en présence de l'urbaniste. Avec la bénédiction de Karim. Voilà, l'urbaniste qui a un peu travaillé. Je donne ma bénédiction. Donc oui, donc ça va au-delà de la mobilité, ça s'intéresse aussi à l'aménagement du territoire. Donc ça vise à réinstaurer les cultures locales, en particulier le maraîchage. Donc c'est un aspect nourricier qui est très important en ce moment, puisqu'on voit qu'on perd beaucoup d'autonomie alimentaire à mesure qu'on perd des terres. Et on voit que l'autonomie alimentaire, elle est cruciale avec les problèmes géopolitiques qui se profilent. Donc ça répond à ce besoin de pouvoir se nourrir localement et sainement. Et ça répond aussi au besoin de développer, de faire renaître des talents et des compétences et des façons de se développer locales, comme par exemple restaurer par exemple une industrialisation par exemple du vélo, autour de l'artisanat local, des choses qui ont disparu mais qui pourraient très bien renaître.
Oui, sans pour autant qu'on revienne à la lampe à huile, on est d'accord. On est complètement d'accord. On est sur du low-tech en fait. Voilà. On reste dans la modernité, mais en développant des compétences qui ont toujours existé sur le territoire. C'est ce que tu nous as dit. Et avec des matériaux locaux. Karim proposait par exemple de réinstaurer la fabrication de briques à partir d'argile, puisque les briques, il y en aura toujours besoin pour construire des maisons. On peut aussi imaginer de l'artisanat basé sur, comme fait Missègue la Castre. Mais attends, Marie-Odile, mais tu es en train de me dire qu'en fait, il y aurait un développement économique qui est prévu dans une autre voie, locale, avec des emplois et tout ça. Et enthousiasmant. Ah, mais incroyable. D'accord, donc volet mobilité, on a bien entendu, multimodalité, on peut oui, ça je ne l'ai pas dit, c'est important. T'as vu ? Ouais, quelle équipe donc multimodalité, moi j'ai bien entendu, puisque tu parlais quand même d'un maillage du territoire, donc multimodalité des transports. C'est-à-dire qu'on part de chez soi avec son vélo et on peut l'embarquer soit sur un bus, soit sur un train. En gros, on peut aller où on veut avec son vélo. Ok. Autonomie sur le plan alimentaire du territoire et développement économique aussi. Ça, on l'entend bien. C'est vrai que dans la jonction Est, dans le projet de la jonction Est, Marc, tu as parlé de champs qui étaient quand même impactés. Il y a la forêt, il y a la voie verte, il y a aussi les les champs qui sont encore sur Toulouse Métropole. Exactement. On sent bien pourtant que des fermes périurbaines, ce ne serait pas complètement délirant comme projet, vu ce qui nous attend en termes de changement climatique. Donc c'est vrai que voilà, ça permettrait de préserver. Est-ce qu'il y a un troisième volet ou est-ce que je m'avance ? Dans le développement, il y a aussi la revalorisation du territoire, parce qu'avec la véloroute qui est prévue, là, une véloroute nationale, on peut aussi prévoir de mettre en valeur des lieux du territoire et de créer de nouveaux lieux. Et là, ça crée un développement touristique, mais slow tourisme. Je sais pas comment on dit. Une touristique qui ne défonce pas tout. Cyclotourisme. On pourrait même imaginer du tourisme archéologique, puisqu'il y a eu des trouvailles assez phénoménales lors des fouilles pour le chantier, donc autant profiter de ce qui a été trouvé. Voilà, donc vous intégrez tous les aspects finalement du territoire dans ce projet. Mais beaucoup reste à imaginer par les habitants eux-mêmes. C'est-à-dire que Karim a esquissé des pistes, des idées, mais on reçoit quotidiennement de nouvelles idées. Donc, justement, je voulais te poser la question d'abord, très rapidement, mais pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin ? Tu as ressenti le besoin de penser une autre voie ou de t'investir dans une autre voie puisque tu l'as présenté plusieurs fois. Donc je sais que c'est un projet qui t'enthousiasme. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Ça représente tout ce qu'il faut faire. Et donc quand Karim nous a proposé cette approche, Quand tu dis nous, on ne va pas avancer caché, tu fais partie de La Voix est libre. La Voix est libre, voilà. Après, on a d'autres collectifs qui s'intéressent à une autre voie. C'est pas que La Voix est libre qui sont avec nous. Donc quand Karim nous l'a proposé, en fait, nous, on était focalisés sur cette horrible autoroute, surtout sur les destructions, sur les arbres qui tombaient, alors que là, on régénère les arbres, on fait revenir la biodiversité, on permet aux gens de se déplacer à vélo et à pied, et donc c'est exactement ce qu'il faut faire pour la santé publique. Donc c'est vraiment un projet, c'est une respiration que ça vous a donné quelque part. C'est une respiration et c'est du bon sens. Parce que tout ça, on l'entend. Attention avec le mot de bon sens, tu sais. Il y a Trump considère qu'il est dans le bon sens. Oui, donc, alors là, c'est du bon sens terrien. Je ne sais pas si on va mettre bon sens. Oui, en tout cas, on entend que ça paraît presque évident. On nous dit depuis des années qu'il ne faut pas être sédentaire, sinon on est malade. On nous dit depuis des années qu'il faut que les voitures polluent, qu'il ne faut pas respirer des particules fines. Qu'il faut favoriser les circuits courts. Voilà. On sait que le réchauffement va désertifier la planète. Là, on nous propose un moyen de replanter des arbres, de ne pas bétonner, de ne pas bitumer, de sauver cet axe. Tu sais, si jamais on a une autre voie demain, je ne sais pas si je ne vais pas déménager dans le sud Tarn. Bon. Non, peut-être pas. Tu seras la bienvenue. Oui, mais on sera trop loin des cafés, des croissants, bien sûr. On va faire des cafés dans une autre voie. Ouais, bon, beaucoup de choses donc. Comment est-ce que vous l'avez construit ? Donc, Karim est venu vous voir, mais est-ce que c'est un projet qui est collectif et comment il est collectif ce projet-là ? Tu peux nous expliquer cet aspect collectif de ce projet ? Alors, Karim a proposé des grandes bases. Et en fait, l'idée... on parle beaucoup de toi en ta présence. Oui, parce qu'en fait, l'éblouissement que ça nous a procuré, c'est hyper dur. J'ai eu le même la première fois, mais on parlera avec toi plus tard dans une prochaine émission. On parlera avec Karim de l'urbanisme alternatif, justement. Donc, l'aspect collectif, pardon. C'est la base même du projet, c'est-à-dire que Karim a esquissé des idées, mais elles sont à enrichir en fonction des souhaits et des besoins de chaque village, de chaque ville. Donc, par exemple, selon les talents qu'il y a dans un village, on va développer une activité plus qu'une autre, on va mettre en valeur un artisanat plus qu'un autre, etc. D'accord. Donc, tout reste à...
Alors, il y a le volet rail qui a été très travaillé. Et qui, là, le volet rail, c'est-à-dire dans une autre voie, donc on améliore la route, on améliore les transports en commun, on fait une véloroute et on améliore la liaison ferroviaire Toulouse-Castres. Et sur ce plan-là, il y a des experts qui ont travaillé très précisément. Des professionnels. Voilà. Et pour une somme modique comparée au prix de l'autoroute, on pourrait donc avoir un cadencement fortement amélioré des liaisons de Toulouse-Castres. Ça, c'est quelque chose de très concret qui pourrait démarrer très vite. Oui, je crois savoir. Vous avez même travaillé les horaires. Hein. Oui. Là, c'est Karim qui en sait plus que moi. Ça, c'est assez passionnant quand même de penser qu'on a même, enfin, c'est clé en main quasiment le volet ferroviaire, non ? Oui, tout à fait. Pour nous, c'était super important d'aller jusqu'à ce point-là, sur ce volet-là, parce que c'est sans doute l'alternative, même en termes juridiques, qui peut faire aussi basculer cette lutte. C'était de montrer qu'il y a une alternative ferroviaire qui est possible. Contrairement à ce qui était dit. Contrairement à ce qui était dit, qui était dit par la région, qui avait produit une étude à 1 milliard d'euros, enfin qui estimait à 1 milliard d'euros le réaménagement de la voie parce qu'ils voulaient construire une seconde voie attenante, faire une autoroute du rail. Oui. Et en fait, ça fait penser à la LGV quand même. Et le besoin n'est pas là. Il y a besoin de garder cette ligne monorail et d'aménager des points de croisement. Donc effectivement, ça coûterait 100 millions d'euros. Et on a regardé les cadencements, on a même regardé tous les cadencements du bloc nord-est de Midi-Pyrénées pour être sûr que les horaires qu'on proposait puissent permettre être compatibles avec le reste du cadencement du bloc nord-est de ferroviaire de la région. Donc un travail très précis, minutieux, très minutieux. Et on est sur un coût, tu l'as dit, entre 100 et 120 millions d'euros en fonction de ce qu'on ajoute ou pas comme option pour cette alternative. On est loin du milliard. Et très loin du milliard et on est très loin un surinvestissement finalement. Et le reste des volets, puisqu'on est sur les chiffres, le reste des volets dont on parlait, donc d'une autre voie, c'est-à-dire l'autonomisation alimentaire et la partie développement économique, ça coûterait combien ? Alors ça, on l'a pas chiffré. On l'a pas chiffré parce que justement, on propose des grandes idées. Oui. Maintenant, on voit bien que ça dépasse largement le cadre du débat entre l'autoroute, du débat sur les mobilités. Oui. Et nous, on a voulu surtout... Et ce que tu disais, Mario, c'est ça dépend des villages et de ce que les territoires vont amener. Des territoires, etc. Et puis aussi, dans cette logique aussi de comparer projet contre projet, le volet mobilité. 500 millions d'euros d'un côté, nous, c'est entre 2 et 300 millions d'euros. Ouais. Ok. Pour revenir à cet aspect donc de construction collective, est-ce que c'est reproductible une autre voie, la façon dont ça a été pensé et construit? Est-ce que tu penses que ça peut faire modèle? La jonction Est, on veut juste sa suppression, on est d'accord. Ceci dit, tu disais quand même qu'il y avait un projet alternatif de développement des transports en commun et de la piste cyclable. Tout à fait, on est en train de monter une alternative. Donc il y avait déjà ces histoires de passerelles vélo là, qui ne sont quasi inexistantes, tout à fait inexistantes d'ailleurs pour traverser la rocade, ce qui est un gros problème actuellement. Il y a aussi l'aspect ferroviaire, c'est de développer une station notamment au niveau du quartier Malper, parce que ce nouveau quartier, c'est ça qui semble justifier la jonction Est. Et donc dans ce quartier qui est au bord de la voie ferrée, il pourrait très bien y avoir une station qui est déjà réclamée depuis longtemps, notamment aussi par les sociétés Airbus Defence and Space par exemple, qui pourrait desservir ce quartier. Donc c'est le RER toulousain qu'on attend. Ça paraît assez logique aussi. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc oui, est-ce que tu penses qu'il y a un modèle reproductible d'une autre voie pour toutes les idées, j'ai envie de dire simples et bienfaisantes d'une autre voie, elles sont applicables partout. Dans tous les territoires. Ouais. J'aimerais qu'on passe à un aspect concret. Tu habites dans le sud du Tarn, dans un petit village entre Castres et Toulouse, comme on a dit. Je vois toujours la carte. Bref, non, là c'est nul. Tu couperas ça. Concrètement, si une autre voie demain existe parce que on a complètement abandonné, l'A69 est enterré définitivement et on essaie de mettre en place une autre voie et on met en place une autre voie, qu'est-ce que ça change pour toi dans ta vie? Pour moi personnellement. Pour toi personnellement. Pour une habitante du Sud-Tarn. Après, si tu veux prendre ta mère, ta sœur ou ton voisin, comme tu veux, mais vraiment pour un habitant du Sud-Tarn qui habite dans un petit village, qu'est-ce que ça change pour lui? Pour moi, pour mon quotidien, moi qui ne vais pas à Castres, il faut quand même le préciser. Tu vas à Toulouse? Oui, je vais à Toulouse. Moi, le plus grand bénéfice immédiat, c'est de pouvoir me déplacer à vélo partout où je vais. Je suis une grande fan du vélo. Donc, pas tout seul, voilà. Donc ça, c'est de pouvoir tout faire à vélo et peut-être même aller travailler à vélo. On peut rêver, ce qui est actuellement impossible.
Alors, tu ferais comment pour aller travailler à vélo? Parce que bien, tu fais pas tous les kilomètres. Déjà, le bus qui passe, voilà. qui rase mon village sans s'y arrêter, il s'arrêterait dans mon village. Voilà. Il aurait des portes vélo. Donc, tu pars à vélo de chez toi. Voilà, il m'amènerait sur la couronne toulousaine, sur la voie verte des Argoulets, par exemple. Et là, je pourrais finir mon trajet à vélo pour aller au travail. Pour les gens qui habitent Castres. Pour les gens qui habitent Castres, ils ont qui veulent aller à donnez-moi un village du Tarn, Telatte. Ben pareil, ils pourraient partir de Castres à vélo au lieu d'être obligés de prendre leur voiture. Et ils pourraient se balader en bus. Ils pourraient mettre leur vélo sur le bus. Après, s'ils vont plus sur la partie nord, ils pourraient mettre leur vélo dans le train. Okay. Et s'ils ont besoin de se déplacer en voiture, ils auraient une route bien meilleure que si l'autoroute se faisait. C'est-à-dire que les contournements de Soile et puis Lorrain seraient préservés, ce qui n'est pas le cas avec l'autoroute. Et il y aurait des points de sécurisation à décider collectivement aussi. Donc ils auraient une route encore améliorée. Et d'autant plus améliorée, j'imagine. Oui, et gratuite. Alors ça, un point un petit peu important. Mais d'autant plus améliorée, j'imagine, que comme il y aurait un report modal, parce que beaucoup de gens feraient le vélo et bus, et train, il y aurait moins de monde aussi sur la nationale. Je pense aux poids lourds. Nationale qui est déjà pas du tout saturée, loin de là. Donc oui, ils auraient une route encore plus déserte. Donc voilà ce que ça pourrait changer sur le plan concret. Pareil, on reste dans la fiction, mais qu'on espère qui deviendra peut-être réalité. La 69 est enterrée, on veut mettre en place une autre voie. Quelles sont les étapes qu'il faudrait suivre pour y arriver? Les premières étapes que tu peux imaginer ou que le collectif peut-être a imaginé ou les collectifs. Alors le préambule, c'est qu'il faudrait que ça se passe comme à Sivens, c'est-à-dire que l'État s'engage dedans. Les représentants de l'État s'engagent dans une autre voie avec nous et jouent le jeu de la démocratie, un vrai jeu de démocratie. C'est-à-dire avec une vraie participation des citoyens, une vraie prise en compte de ce que veulent les citoyens. C'est ça. Participation, elle y est toujours, mais en fait c'est la prise en compte qui manque. Voilà, prise en compte. Et il faudrait aussi que ça vienne par le bas, pas que par le haut, bien sûr. Et donc notre premier réflexe serait d'aller voir les personnes expropriées, puisqu'il y a des terres qui sont détenues par l'État, mais sous le coup d'une concession. Si cette concession tombe grâce à la justice ou autre, on peut espérer que l'État fera ce qu'il faut pour récupérer des terres. Et donc la première nécessité, ce sera de proposer aux personnes expropriées de les récupérer. Donc il faudra voir avec elles quels sont leurs projets sur ces terres et il faudra voir si elles sont prêtes à travailler avec nous. Et puis ensuite, il faut aussi beaucoup voir les agriculteurs qui sont fortement gênés par l'autoroute quand même, dans leurs déplacements. Donc il y aura des problématiques de déplacement agricole à régler aussi. Et après, il y aura la partie fun, la plus fun de qu'est-ce qu'on fait, sur quelle terre, qu'est-ce qu'on développe. Il est aussi envisagé, parce qu'il y a des ouvrages en béton là, qui existent, de voir si on pourrait en réutiliser certains. Parce qu'on est toujours dans une idée de décroissance, maintenant que ces ouvrages sont là. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, Karim a fait quelques esquisses, on a eu quelques idées soufflées à la Terre au Carré d'ailleurs, de faire des passerelles pour animaux. Okay. Donc oui, on peut imaginer, il reste beaucoup à imaginer, mais surtout à fédérer. C'est vrai que ça fait... on a le sentiment que ça existe, en fait, que c'est plus qu'un projet. Ça, en tout cas, dans vos imaginaires, ça existe déjà. Et que vous sentez bien que ça peut exister, que c'est réalisable. Il y a des villages qui sont déjà un peu sur cette voie. Donc moi, mon village, on est tout à fait dans la mouvance de ce que propose Karim. Il y a des maraîchers qui ont été installés. On a développé un petit marché local. On essaie de développer les chemins piétons, on se bat pour avoir des transports en commun, enfin bref. Et il y a Loubens, le village de Loubens aussi, qui adopte la démarche, une autre voie. Voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y a des villages qui sont complètement hermétiques à ce genre de projet? Et pourquoi, à ton avis? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce qu'on sent que le territoire est un peu fracturé. Totalement fracturé. Alors, jusqu'ici, à chaque fois qu'on a présenté une autre voie, ça a suscité énormément d'enthousiasme. On l'avait présenté aux élus, mais c'est vrai que c'était les élus opposés à la 69. Aux élus, lesquels? Les élus qui ont signé la tribune contre la 69, qui sont assez nombreux. Après, dans les villages, je pense qu'il manque, c'est comme pour tout en ce moment dans la société française, c'est du dialogue. Donc en fait, il faut vraiment trouver un moyen de se parler les uns et les autres et d'arrêter de sortir des mensonges et des a priori. Et je autour pense de réunions publiques, par exemple, voilà, je pense que ce serait le bon cadre. Ou des lieux d'échange ou des moments d'échange où on enlève nos casquettes écolo, pas écolo, et où on parle. Ouais, un bingo. Voilà. Un bingo, c'est bien.
Donc c'est vraiment c'est un enjeu majeur d'arriver à se reparler dans cette société pour construire des choses ensemble. Merci beaucoup d'avoir partagé ce rêve avec nous et je remercie Victor et Victoria qui sont bénévoles aujourd'hui. Je remercie Gouard à la technique et on se voit très très bientôt. La prochaine émission, on parlera avec Karim de l'urbanisme alternatif justement, donc ce sera vraiment en lien avec ce que nous sommes en train de dire. Merci à tous, à bientôt.